Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Fil en aiguille. Je suis Émeric Beaumont et chaque semaine je vais à la rencontre de personnalités singulières au parcours hors du commun pour essayer de répondre aux questions que l'on s'est tous déjà posées au moins une fois. Pourquoi certaines personnes ont fait le choix de prendre une voie différente ? Comment ont-elles fait pour réussir ? Mais surtout, in fine, comment de fil en aiguille elles en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui ? Et oui, parce que je vous le donne en mille, c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Adrien dans ce podcast. Adrien est un entrepreneur émérite. Avec son associé de toujours, Louis, qu'il a rencontré sur les bancs de l'école, il a co-créé la maison Montalais, spécialisée dans l'univers du cochon. Vous avez très bien entendu. C'est après plusieurs pivots qu'il se retrouve à distribuer ses produits exceptionnels aux professionnels de la restauration et dans des adresses prestigieuses. Franchement, Adrien, c'est la définition de l'épicurien passionné qui incarne pleinement la valeur de partage. Vous allez l'entendre, il nous livre en toute transparence les leçons qu'il retient de cette success story entrepreneuriale. Tout n'a pas été toujours tout rose, mais c'est grâce aux épreuves et comme il le dit si bien, à ses copains, qu'il a pu forger l'identité et la singularité de Maison Montalais. Je me suis régalé à déguster ses produits, mais surtout à l'écouter m'expliquer pourquoi et comment il a décidé de se lancer dans cette activité, alors que jamais plus jeune, il n'aurait imaginé un jour diriger une telle entreprise. Je ne peux que vous encourager à aller visiter leur site internet pour comprendre leur univers et découvrir leurs produits. Petit bonus, la maison Montalais recrute, alors restez jusqu'à la fin de cet épisode pour en savoir plus. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Mais avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Bonjour Adrien, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi d'être venu, avec grand plaisir. Et merci de m'accueillir chez toi, dans ta maison, dans ton entreprise. Ouais, la grande maison. Dans ta très grande maison, mais quel plaisir. Tout d'abord Adrien, pour raconter les coups d'épisode, là juste avant, tu avais du paddle. Tu étais parti faire un match de paddle. Donc j'aimerais commencer par ça, parce qu'entre midi et deux, il y en a qui mangent. Toi tu fais du sport. Pourquoi ? C'est une discipline que tu t'imposes, c'est quoi ? À force de manger du cochon, il faut bien se défouler parce que sinon je vais finir obèse. Non, plus sérieusement, j'ai toujours kiffé le sport. Et il s'avère que, bon là, ceux qui nous écoutent, ils peuvent pas le voir puisqu'ils ne font que nous écouter, mais on se trouve dans nos entrepôts à Saint-Denis. Et juste à côté, on a un centre de padel. Donc, c'est pas du paddle comme la discipline où tu te mets sur une planche et tu rames. C'est du padel. Donc, c'est espagnol. Ça s'écrit P-A-D-E-L. C'est basque espagnol. C'est un mélange entre tennis squash. Et il s'avère que l'entrepôt collé au nôtre est un centre de padel à Saint-Denis qui s'appelle Casa Padel. Donc du coup, on a découvert ça en arrivant ici. Ils se sont lancés en même temps que nous. Et on est tombé amoureux de ce sport. Et c'est un sport qui se joue à 4, donc deux doubles. Et donc du coup, là, avec les copains, le vendredi, fin de semaine, quand c'est un peu plus calme, j'arrive à motiver 3 copains. On se fait un petit coup de padel et après, derrière, on déjeune et après, on réattaque. Voilà. Donc ouais, le sport, c'est important, ouais. Trop stylé. Tu en pratiques d'autres ou pas ? Ouais, j'ai toujours fait du rugby. Alors ma jeune carrière s'est arrêtée subitement cette année parce que je me suis fait l'épaule. Mais j'ai toujours fait du rugby. J'ai touché un peu à tout, mais j'ai fait surtout beaucoup de rugby, un peu de tennis. Donc du coup maintenant c'est du padel. Voilà, c'est toujours du sport de raquette. Et surtout ce qu'on essaie de faire avec les copains, c'est, alors je vais pas appeler ça du crossfit, mais plutôt un peu de cardio. On a un copain qui est devenu prof de sport, donc il nous organise 1 à 3 fois par semaine, des petits ateliers. On se retrouve à Montmartre, endroit que tu connais bien, je pense, au niveau des marches. On se retrouve dans les Tuileries, on se retrouve dans une salle de sport et on fait des petits exos cardio. On se défoule bien, on se retrouve entre copains, c'est cool. Moi, je suis le genre de mec, je n'arrive pas à faire du sport tout seul. Donc, aller courir le long de la Seine tout seul, non. Moi, je fonctionne que aux copains. Donc, si un copain me dit, tiens, il y a un tennis, tiens, il y a un padel, tiens, il y a un five, un truc au foot. Moi, typiquement avec Mickaël, qui nous a mis en relation, voilà, ça me motive. Et justement, j'ai l'impression que quand j'ai préparé cette interview, cet entretien, que tu fonctionnes beaucoup avec les copains. Toute ta vie, c'est que des copains partout. Ouais, c'est un peu la critique familiale qu'on me reproche très souvent, ouais. Les copains, ouais. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ou pas ? Parce qu'avant qu'on rentre dans le dur et qu'on parle de Maison Montalais, comment tu décrirais l'enfance que tu as eue toi ? Et tu étais quel genre d'élève à l'école ? Comment je me décrirais ? J'étais plutôt, j'ai envie de dire, un élève un peu sérieux, assidu. J'aime pas utiliser le terme bon élève, mais plutôt assez sérieux. Après, c'est vrai que pour le coup, j'ai pas à me plaindre de mon enfance. Je suis issu d'une famille plutôt aisée. Dans le 92, j'ai été dans des
collèges ou des lycées avec des gens super. La preuve, t'en as rencontré quelques-uns là tout à l'heure quand t'es arrivé, avec qui on a joué au padel, que j'ai gardé aujourd'hui. J'ai eu des super profs. J'ai essayé de suivre les cours. J'ai essayé de bosser en me disant qu'il fallait bosser parce que j'ai un père entrepreneur qui a réussi à m'inculquer, j'ai envie de dire, une éducation de juste bosser et d'être sérieux. Voilà. Donc j'ai essayé d'appliquer ça sans être non plus dans les premiers de la classe, mais d'être un peu sérieux. Et en effet, les copains, ça a toujours été un peu ma passion. Ça a toujours été aussi une critique, je te disais, familiale, parce que quand mes parents ou mes sœurs me critiquent sur Adrien, c'est les copains, Adrien, c'est les copains. Ma femme aujourd'hui, c'est Adrien et les copains. L'exemple même, j'en donnerai deux. Premier exemple, chaque été chez mes parents dans le sud, on a une maison de vacances. Au lieu de ramener un ou deux copains, j'en ramène toujours 10 ou 12. Voilà, je ne sais pas faire de choix. Et je ne sais tellement pas faire de choix que dans mes meilleurs copains, j'ai choisi tout le monde pour être mes témoins. Donc j'ai eu la chance d'avoir 8 témoins. Voilà. Ah oui, je pense que pour l'instant, ce score n'a pas été battu dans mon entourage. Donc voilà, c'est un peu l'exemple. J'arrive pas à faire de choix et j'aime être entouré de mes potes. Et plus jeune, tu voulais faire quoi ? Plus jeune, j'ai toujours eu envie d'avoir mon entreprise parce que, comme je te le disais tout à l'heure, j'avais un père qui était entrepreneur. Donc, j'ai des souvenirs de lui rentrant du boulot en costard cravate avec sa petite mallette à gérer une entreprise familiale et je trouvais ça trop stylé. Je lui dis, ouais, c'est trop cool. Je me voyais passer du temps avec lui le matin quand il se rasait avant d'aller au boulot. Je trouvais ça aussi trop stylé. Donc je me dis, je voulais faire pareil. Je voulais être en costard cravate, me raser le matin et aller gérer une entreprise avec plusieurs employés. Bon, résultat, je me rase pas. Je suis jamais en costard cravate et j'ai décidé d'avoir une entreprise plutôt à taille humaine. Voilà. Mais non, à la base, je voulais avoir une entreprise et mon kiff était de me dire, je bosse pour être d'attaque pour reprendre l'entreprise familiale. Bon, il s'avère que, après peut-être qu'on y reviendra plus tard, donc j'ai pas envie de tout balancer d'un coup, mais il s'avère que ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, c'était mon petit rêve étant gosse, reprendre l'entreprise familiale. Et c'était quoi comme entreprise familiale ? C'est une entreprise qui était spécialisée dans l'éclairage scénique, donc l'éclairage de la scène. Donc c'est un peu un métier de niche, mais c'est une entreprise qui fabriquait tout ce qui était projecteurs, armoires pour alimenter les projecteurs pour les opéras, les plateaux de télévision, les théâtres. Quand tu te mets au théâtre et que tu regardes au plafond, tous ces gros projecteurs qui éclairent la scène, c'est du matériel quand même très spécialisé. On ne parle pas de lumière boîte de nuit ou festival, on parle vraiment de lumière pour de la scène, du théâtre, et c'est de la lumière très très particulière et très pointue. Et donc cette entreprise familiale qui s'appelait ADB, qui pour la petite histoire reprenait les initiales de mon arrière-grand-père, Adrien de Baccar, du coup côté familial de ma mère, et fabriquait du matériel en France, à Saint-Quentin, et le vendait un peu partout dans le monde. Mon père a repris, c'était mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père, grand-père, toujours du côté maternel, mon oncle, le frère de ma mère, et quand mon père a épousé ma mère, mon oncle a légué l'entreprise à mon père, qu'il a reprise, et ça a été un univers un peu compliqué, parce que c'est un univers qui est lié beaucoup à des budgets de l'État, parce que quand tu fais des théâtres, toi, je pense que tu as eu une carrière un peu politique, donc tu connais un peu ce milieu-là, et c'est toujours un peu compliqué. Et je pense que c'est une entreprise qui n'a pas su se réinventer. Et justement, j'étais excité à me dire que je pouvais être un peu cette réinvention. Mais en discutant avec mon père à la fin de mes études, donc en école de commerce, grosso modo, il m'a fait comprendre que c'était un cadeau empoisonné. Donc lui a gentiment commencé à vendre l'entreprise. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas le bon plan de reprendre l'entreprise familiale. Voilà. Donc l'entreprise familiale a été revendue, elle existe toujours sous l'enseigne ADB, mais voilà, moi je suis parti dans d'autres horizons et mon père lui également est parti vers d'autres horizons. Et donc toi, tu es de nouveaux horizons, tu en fais une rencontre, Louis. Alors du coup, donc comme je le disais, pour essayer d'être un peu bref, originaire du 92, je fais un collège, je fais un lycée, je fais une classe prépa, je fais une école de commerce, je fais Schema, voilà. J'arrive l'année où ça fusionne d'ailleurs, c'était le début des fusions d'écoles entre le CERAM et l'ESC Lille. Donc moi j'ai choisi plutôt d'être côté Sophie Antipolis, je suis pas fou, je préfère aller sur la Côte d'Azur et profiter du soleil. Je fais mon parcours en école. C'est en école que du coup je rencontre mon futur associé qui s'appelle Louis, qui est pas là aujourd'hui mais qui vous fait un petit coucou. On se rencontre en école, lui également a un père entrepreneur. Le cliché des deux copains d'école qui se rencontrent pour monter leur entreprise après l'école commence à germer. On commence à faire les 400 coups ensemble, pas que avec lui, mais Louis est toujours dans ces coups-là. On se met en coloc ensemble,
on fait une campagne BDE ensemble, on reprend l'assaut de rugby ensemble, on voyage ensemble en échange, on fait un master en entrepreneuriat ensemble, on fait des projets en cours ensemble. Voilà, donc on commence à voir qu'il y a une belle affinité et on se dit bon, il faut qu'on monte une entreprise après l'école. Sauf que le problème c'est que quand t'as pas trop d'idées, tu pars un peu à l'aventure. Voilà. Mais c'est comme ça que on a commencé à bosser sur cette entreprise. Qui du coup, on en parlait un peu avant que tu commences à enregistrer, c'est que cette entreprise a un peu évolué. Voilà. Donc c'est pour ça que je te laisse poser les questions pour savoir si je m'avance pas trop avant de... Non mais tu peux totalement t'avancer parce que ma prochaine question c'est justement sur la genèse. Quand tu as décidé d'y aller, quand vous avez décidé d'y aller et de dire on va faire une boxe apéro. Alors l'idée c'était de se dire on veut lancer une entreprise, ça nous fait kiffer en se disant de toute façon quand tu veux lancer une entreprise, selon nous, il y avait un peu deux modes de fonctionnement. On en parlait avant l'entretien. Soit tu te lances après l'école en te disant pas de femme, pas de chien, pas de gosse, pas de baraque. Bon, c'est le meilleur moment. Si on se plante, c'est pas grave. Ou soit, peut-être avec le recul, j'aurais dû faire ça, mais tu commences dans ta carrière, tu chopes de l'expérience, des idées, du réseau, de l'argent, c'est pas négligeable, que tu mets de côté. Et tu bosses dans un univers dans lequel tu réalises quelque chose et là, du coup, tu profites de ton expérience dans ce univers-là. Ce qui n'était pas notre cas. Donc, du coup, on s'est dit, bon, on va se lancer après l'école. Donc, quoi, on veut se lancer qu'est-ce qui nous fait kiffer, mis à part les copains, le sport, les gonzesses? C'est la bouffe. La bouffe, ça nous faisait kiffer. Sauf qu'on a évolué dans un univers qui n'était pas lié à l'univers de la bouffe. Louis venait pas d'une famille qui était dans la bouffe, moi non plus. On a fait une école de commerce, on n'a pas fait une école d'hôtellerie ou de restauration. Donc c'était un peu compliqué. Donc on s'est dit, le meilleur moyen, c'est de commencer un peu à bosser là-dedans et à se donner 6-8 mois pour un peu aller voir ce qui se faisait. Et pendant notre année de césure à Paris, donc une année de césure, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, en école de commerce, ça se voit de plus en plus, tu arrêtes ton parcours pendant 1 an et tu fais un long stage ou 2 stages, voilà, ce qu'on appelle une année de césure. Et quand moi j'ai fait une classe prépa et que tu n'as jamais fait de stage, c'était un peu important de faire une année de césure. Et pour la petite histoire, c'est en faisant une année de césure que j'ai rencontré un mec qui s'appelle Mickaël et c'est comme ça que toi et moi on s'est rencontrés. Donc on fait une année de césure à Paris et on réalise que les produits du Sud, les produits du terroir nous manquent un peu. Louis est issu de la région de Toulouse. Moi, j'ai de la famille dans le Var et en fait, on remarquait que tout ce qui était les produits du Sud, d'une part, nous manquait et d'autre part, le service de livraison à Paris était très pauvre. Il y avait pizza et sushi, ça s'arrêtait là. Donc l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas faire un combo entre à la fois des produits typiques du Sud, hyper franchouillards, faits par des petits gars qui sont paumés, et à la fois révolutionner un peu ce business de la livraison de bouffe à domicile. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire alors, on n'appelait pas ça box parce qu'on a voulu ça jouer vraiment à la française. On appelait ça des boîtes apéro où on allait dénicher des petits producteurs français et on mettait leur meilleur savoir-faire dans des boîtes en livraison apéro. Et en fait, c'était plutôt... Enfin, j'en rigole maintenant parce que putain, quand je vois tout ce qu'on a fait depuis, mais au final, c'était assez novateur parce qu'à l'époque, les Deliveroo, les Foodora, tous ces trucs-là n'existaient pas. À l'époque, c'était que pizza et sushi. Donc finalement, on avait senti un peu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet univers de la livraison. Le problème, c'est que c'était encore trop tôt. Peut-être pas aussi le meilleur moyen. On s'est mis sur l'apéro alors qu'il aurait peut-être fallu se mettre autre chose. Puis on s'est lancé dans un univers B2C, un site e-commerce, de la logistique de livraison, que des trucs où en fait, c'est déjà galère, où on n'y connaissait pas grand-chose et ça nous saoulait. Donc c'est pour ça que très rapidement, l'entreprise a évolué. Et justement, tu parles d'évolution. Moi, je vais parler de pivot. À quel moment tu te dis, stop, on arrête, on change, faut qu'on bouge d'idée. Quand tu vois que tu n'as plus d'argent sur le compte, là tu te dis qu'il y a un problème. Quand tu vois que tu ne respectes pas je cherchais un autre mot plutôt que de dire BP parce que ça me fait chier d'utiliser BP, mais ton plan quoi. Ton plan, tu imaginais X livraisons par jour, finalement tu n'en fais pas du tout X. Là tu commences à te dire waouh, ça pue du cul. Puis après, tu te reconnais pas aussi là-dedans. Tu vois que ça te fait un peu chier. Donc là on s'est dit il faut trouver ce pivot. Et la chance qu'on a eue, d'ailleurs, je fais juste en préambule pour que les gens ne soient pas surpris. On a fait quand même 2 ou 3 pivots avant d'arriver dans cette dernier business model. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'à chaque fois, ces 2 ou 3 pivots, ils nous ont été amenés par des gens extérieurs, par de l'expérience du terrain. Et ce n'est pas nous qui avons eu l'idée. Et heureusement, parce que ça se trouve, comme on n'aurait pas eu l'idée de pivot, on aurait arrêté la boîte, on serait parti à autre chose. Et ce pivot est venu du fait que des gens
commandaient du coup des boîtes apéro à titre particulier, c'est des gens qui bossaient derrière le lendemain dans des entreprises, plutôt dans des univers, agences de com, agences de pub. Et ces gens-là ont réalisé que quand ils faisaient des pots de départ, quand ils faisaient des pots en entreprise pour fêter la signature d'un contrat, quand ils faisaient des pots en entreprise le vendredi, bon maintenant avec le Covid c'est un peu de l'histoire ancienne, mais à l'époque c'était quand même pas mal réputé dans ce milieu-là, et ben finalement il n'y avait pas de... Ils se retrouvaient toujours en galère. Ils étaient obligés d'aller faire des courses, acheter de la merde au Carrefour City ou à deux pas, ou alors ils voulaient solliciter des traiteurs pour avoir des livraisons de grignotage, mais en fait c'était pas du tout des choses qui étaient adaptées pour des traiteurs. Et en fait c'est là où on a vu qu'il y avait une brèche dans cet univers du traiteur, on va dire, pour faire de la livraison d'apéro en entreprise. Donc maintenant, je crois que j'ai vu depuis 4-5 acteurs sortir du lot et plutôt pas mal se développer. Et nous, on a pris cette brèche. L'idée était de se dire, on n'est pas un traiteur, mais on n'est pas non plus un Carrefour City. On vous livre charcuterie, fromage, tapenade, du pain, du pinard, des olives, plein de choses comme ça pour l'apéro. Vous n'avez pas besoin de vous faire chier à aller chez à deux pas. Vous n'avez pas besoin de payer une somme astronomique chez un traiteur. Nous, on vous fait un budget. Vous nous donnez le budget 5, 10, 15, 20 balles par personne. Et donc, on a switché d'un business B2C à un business B2B. Donc là, déjà... Bonne nouvelle, ça nous plaisait davantage de gérer du B2B. Deuxième bonne nouvelle, on gagnait mieux notre vie. Troisième bonne nouvelle, on faisait des marges et ça commençait à grossir. Le seul problème, c'est qu'en fait, petit à petit, on a réalisé que ce business traiteur, ça restait quand même toujours très lourd logistiquement et c'était pas un univers dans lequel on se reconnaissait. Donc, il y aura un autre et un dernier pivot qui était justement lors d'un événement traiteur où en plus ils avaient eu besoin d'une prestation de serveur sur place où je me retrouve à faire du service, le truc qui commençait à me casser les bonbons, voilà. Et ben je rencontre un mec qui me pose beaucoup de questions sur l'origine des produits, etc. Donc je lui dis tiens, ça me faisait plaisir parce que d'habitude les gens trouvaient ça bon, mais voilà, il s'arrêtait. Je trouvais ça très sympa de savoir que le jambon venait de la Côte dans le Tarn, que les fromages de chèvre étaient faits par des bonnes sœurs dans le Lot, mais ça s'arrêtait là. Lui, je voyais qu'il me posait vraiment des questions. Et c'est là que ce mec était restaurateur. Okay. Il était restaurateur et il n'avait jamais goûté, en l'occurrence c'était des fromages, il n'avait jamais goûté des fromages comme ça. Il bossait avec des fournisseurs à Rungis et il se disait mais en fait des fromages comme ça j'en trouve pas à Rungis, viens me voir au resto et en voyant comment tu peux me vendre tes fromages pour que moi je les travaille et pas en mode traiteur. Et je suis allé le voir le type et là je me suis retrouvé dans un univers où je me suis dit mais en fait c'est clairement ça qu'il faut qu'on fasse. Je suis allé voir un restaurateur. C'était de la bouffe, il y avait ce côté vachement humain, terre à terre, ça se faisait très vite. Et je me dis, mais en fait, faire des rendez-vous dans des restos, parler avec des restaurateurs ou des chefs, mais c'est beaucoup trop stylé, quoi. Puis je voyais qu'il y avait de la régularité, parce que du coup, quand on s'est mis d'accord sur les fromages, il me passait régulièrement ses commandes. Puis après, derrière, il a parlé de nous à un ou deux copains restaurateurs. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, j'ai dit oui, mais en fait, qu'est-ce qu'on se fait chier à livrer de la bouffe à des agences de com. No offense envers nos amis des agences de com, mais très rapidement, on commençait à gérer des sujets qui étaient la couleur des nappes qu'on allait napper ce qui n'était pas du tout... C'est loin de l'idée de base, quoi. Exactement. Voilà. À l'inverse, on commençait plutôt à discuter avec des restaurateurs qui, du coup, nous challengeaient vachement sur des types de produits, des types d'origine, etc. On s'est dit, putain, mais c'est la folie, ça. Et donc, deuxième pivot, il y en a un troisième, mais qui est un détail. Deuxième pivot, c'était de dire, stop la livraison de traiteur, qu'on a continué un peu parce que c'était un peu une vache à lait. On faisait plus de la prospection, on gardait quelques clients et petit à petit, on a arrêté. Et le deuxième pivot, c'était de se dire, en fait, tout ce sourcing producteur, au lieu de le travailler dans des box apéro, au lieu de le travailler en mode traiteur, on va l'utiliser et le vendre à des restaurateurs. Sauf que là, on est arrivé dans la jungle de la concurrence des distributeurs et des fournisseurs à Paris, qui était un monde totalement nouveau pour nous. On n'avait pas de réseau là-dedans, on n'y connaissait que dalle. C'est un univers qu'on ne connaissait pas. Et en fait, on réalise qu'il y avait quand même beaucoup d'acteurs. Et c'est là, du coup, j'abrège tout de suite, c'est là où, en fait, du coup, il y a eu un troisième pivot, mais c'est une sorte de deuxième pivot bis, c'était de se dire, ok, on découvre cet univers, ça a l'air de la folie. Le seul souci, c'est que c'est une grosse jungle. Et parce que quand tu as déjà dépensé 3 ans post-école à ramer, tu n'as plus envie de ramer. Donc tu as envie tout de suite pas que ça explose, parce qu'on n'est pas naïf non plus, mais tu as envie de passer à la vitesse supérieure. Exactement. Et en fait, on s'est dit que pour que ça fonctionne, il fallait qu'on se spécialise dans un univers en particulier. Que faire un peu de charcuterie, un peu de fromage, c'était un fourre-tout où les gens arrivaient à avoir ce fourre-tout, mais que ça allait être compliqué de sortir du lot.
Et donc en fait, là, tu te spécialises. Vous vous spécialisez. En fait, à un moment, on se dit avec lui, en fait, au lieu d'être distributeur, il faudrait être producteur, en fait, et spécialisé. Et sauf qu'on s'est regardé, on se dit, non, on va pas devenir producteur du jour au lendemain. Sauf qu'en fait, on s'est dit, mais au lieu d'être producteur, en fait, on peut s'associer avec des producteurs, en fait. Et nous aussi, d'une certaine manière, avoir cette casquette de producteur. Et donc, on s'est dit, avec qui on va s'associer? En fait, naïvement, naturellement, c'était assez simple, c'était de s'associer avec Jean-Jacques et Marie-Marie, qui étaient des charcutiers à la Cône dans le Tarn, qui bossaient avec nous depuis le tout début, qui pour la petite histoire, étaient les premiers mecs qu'on avait rencontrés dans notre petit tour de France de kiff post-école, pendant ces 6-8 mois sympathiques. Et surtout, en fait, déjà, on voyait que c'était avec eux qu'on avait le plus de volume côté restaurateur, parce que ils avaient le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été une discussion... alors pas hyper longue, mais qu'on a amené petit à petit. Et l'idée, c'était de se dire, les gars, Jean-Jacques et Marie, en fait, on veut arrêter de vendre tout ce qu'on fait. On veut le faire qu'avec vous. On veut créer une société avec vous. Et avec une marque, un truc un peu stylé. Et on veut redorer l'image du cochon en restauration. C'est justement une de mes questions. Parce que ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est l'humain. C'est vraiment, tu mets l'humain au cœur. C'est cette rencontre humaine de ce couple de producteurs qui t'intéresse, qui t'interpelle. Comment tu passes de cette relation, de cette rencontre, à une association? Vous vous associez ensemble? Elle s'est fait franchement naturellement. Je saurais pas te dire. Je sais même plus en plus comment elle s'est. Je pense qu'au tout début, en fait, on l'a fait un peu de notre côté, dans la mesure où on se disait, eux, nous, on les challenge. Enfin, on les challenge. On les accompagne, on les challenge, on bosse main dans la main sur la partie production. Mais après, pour ce qui est du bisbee avec les restaurateurs, l'identité de marque qu'on est en train de créer, pour l'instant, on ne les sollicite pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on se dit ils vont nous prendre pour des fous, peut-être qu'ils vont avoir peur, peut-être qu'ils ne vont pas vouloir. Et en fait, naturellement, à force de discuter avec eux, voyant les volumes augmenter, en allant les voir de plus en plus souvent, ils ont commencé à se dire, mais attends les gars, c'est quoi l'idée derrière? Et en fait, naturellement, parce qu'on se sentait bien avec eux, c'était un peu nos deuxièmes parents, on était un peu leur deuxième enfant, on leur dit, en fait, ça fait depuis maintenant 6-8 mois qu'on bosse là-dessus, regardez, voilà le logo qu'on a fait, et ils ont dit, c'est mortel quoi. Et là, tout de suite, en fait, on a réalisé à 4 qu'il y avait un superbe partage des compétences, c'est-à-dire que eux, ils sont charcutiers, eux, ils vivent à la Cône, eux, leur kiff, et en même temps, leur savoir-faire, c'est transformer et découper du cochon, ce qu'ils essaient de nous inculquer, mais en même temps, on va pas se mentir, nous, on vient pas de cet univers-là, donc ça va pas se faire du jour au lendemain. Et à l'inverse, c'est pas trop leur truc de développer. Voilà, ça les fait chier, ils savent pas faire. Nous, le côté artisanal, le côté mettre la main dans le cambouis, ça nous fait kiffer, mais c'est pas là où on est bon. À l'inverse, je dis pas qu'on est bon, mais à l'inverse, se dire tiens, on fait un joli logo, on fait une belle identité de marque, on se bouge les fesses pour aller voir des restaurateurs, pour se développer, ça on sait faire, ça nous fait plaisir. Et en fait, l'idée de faire un combo de ces compétences était assez claire, et c'est là qu'on a commencé à se dire, on va plus loin, on fait un contrat, on crée une société avec une marque, Maison Montalet, on s'associe à 2 entités, la leur, la partie production, et nous la nôtre, la côté distribution, et on avance main dans la main comme ça. Et maintenant, ça fait... Parce que du coup, on est sorti d'école, parce que pour essayer de mettre un peu des dates, on a été diplômé en juin 2013. De juin 2013 à décembre 2013, ça a été justement ce petit tour de France un peu de kiff. Lancement des boîtes apéro, c'était janvier 2014. Je pense que le site il est arrêté courant 2015. 2015-2016, c'est cette partie un peu traiteur. Et après, si je fais 1, 21, 20, 19, 18, ouais, c'est ça. Et en 2018, donc tu vois, 2017, c'est là où on fait un peu de la vente de fourre-tout à la restauration. Et 2017, 2018, on dit stop, on se focus sur Maison Montalet. Donc Maison Montalet existe officiellement depuis 2018. Ouais. Donc 2018, 2019, 20, 21, ouais, on attaque la 5e année. Ok. Est-ce que tu te rappelles ce t'ont dit tes parents, tes proches, quand tu t'es lancé dans ce nouveau challenge? C'est une bonne question. En fait, là où ils ont été forts, que ce soit les copains ou la famille, c'est qu'ils nous ont toujours soutenus. Peut-être que inconsciemment ou en cachette, ils devaient se dire voilà, putain, mais ils sont tarés, ils n'arrêtent pas de faire des pivots, ils vont jamais s'en sortir, les pauvres. Mais comme ils voyaient qu'on se bougeait les fesses, comme ils voyaient qu'on bricolait quand même pas si mal que ça, je pense qu'ils ont toujours un peu cru en nous. Alors, les box, ils ont très vu les boîtes, ils ont très vu que c'était galère, mais même quand on bricolait, quand on se débrouillait à peu près dans le côté traiteur ou dans le côté un peu vente au restaurateur de tous ces produits-là, ils voyaient qu'on réussissait pas trop mal.
Donc ils voyaient bien que c'était pas non plus Vegas, mais ils voyaient qu'on se débrouillait pas trop mal, donc ils y croyaient, voilà. Donc à chaque fois qu'ils nous voyaient faire un pivot, ils devaient se dire bon, vu qu'ils se débrouillent pas trop mal, je leur fais plutôt confiance. Pour l'instant, ils m'ont toujours fait montrer que ça marchait, quoi. Puis en fait, au bout d'un moment, ils se sont dit de toute façon, c'est des grands garçons. Ils sont pas cons. S'ils voient que c'est pas faisable, ils vont s'arrêter. Et voyant qu'on s'arrêtait pas, ils ont dû se dire bon bah nickel, on leur fait confiance, on les suit. Mais ils ont été d'un grand soutien, ça c'est clair. Et avec Louis, ça se passe comment? Vous répartissez comment les tâches? Euh, Ou les compétences de chacun, les champs de Vulgairement, je décision? dirais que je m'occupe de tout ce qui est partie développement commercial et Ok. lui s'occupe de tout le reste. Tout le reste, ça comprend c'est aussi bien du management des quelques équipes qu'on a, comme de la logistique, comme de la finance, comme de l'administratif, comme de la compta, comme de sujets divers et variés qui peuvent arriver de manière ponctuelle dans la vie d'entrepreneur. Et là où il est très fort, c'est qu'il s'occupe très bien de ses tâches, ce qui fait qu'il me laisse tout le temps nécessaire à faire en sorte que la boîte tourne et à la développer. Ok. Grosso modo, dans la répartition des tâches. Ok. Et toi, perso, qui aime le cochon, c'est quoi ton must-have? La pièce que tu préfères? Si tu n'en retenir qu'une seule. Alors, avant de répondre à ces questions, que j'explique juste quand on dit qu'on est dans le cochon, c'est quoi. Donc Jean-Jacques et Marie-Marie, les mecs dont je te parlais, eux sont charcutiers. Donc charcutier, quand je dis charcutier, je parle pas du charcutier qui a une boutique pignon sur rue, voilà. Je parle de vraiment charcutier, la compétence de découper et transformer du cochon. Donc ils ont une charcuterie, mais en mode exploitation, en mode petite usine dans le Tarn. On bosse en direct avec des éleveurs. Donc pareil, dans cette relation, on a commencé à les accompagner vachement, à créer un cahier des charges pour bosser avec des éleveurs, selon un cahier des charges précis. Donc on a tout revu avec eux. On bosse avec des éleveurs, on achète les cochons aux éleveurs, on bosse en direct avec eux, et les éleveurs ne bossent qu'avec nous. Donc ça c'est top. Ça passe par un abattoir, les cochons sont abattus. Les cochons arrivent en carcasse chez Jean-Jacques et Marie-Marie, et notre métier, c'est de transformer. C'est pour ça que je dis pas qu'on est éleveur, on est charcutier. Donc il y a une partie découpe de viande fraîche. Là, c'est tout ce qui est des travers de cochon, poitrine, échine. Là, tu vas bosser avec la restauration, les chefs qui vont cuisiner, cuire. Et après, il y a une partie transformation, charcuterie sèche ou charcuterie cuite, saucisson, saucisse sèche, jambon, chorizo pour la charcuterie sèche, boudin, andouillette, jambon blanc pour la partie charcuterie cuite. Voilà, donc ça, c'est notre métier, c'est de transformer du cochon, valoriser le travail d'éleveur avec lequel on bosse et de vendre ce cochon sous différentes facettes aux professionnels de la restauration, mais pas que, à des épiceries fines, à des cavistes, à des fromagers, à des bouchers, à des charcutiers, à des cavistes, à des sites internet qui vendent en ligne. Voilà, on bosse avec par exemple Galerie Lafayette, Maison Plisson, on bosse avec Frischti, et après on bosse avec des chefs divers et variés, de petits chefs sans prétention qui bossent très bien, qui sont des super ambassadeurs, à des chefs un peu bistronomiques, délire Top Chef, ou à des chefs étoilés. Voilà. Et donc dans tout ce catalogue de produits qu'on fait, ma pièce de cochon préférée, alors ce que je te propose, c'est que je vais en prendre une dans chacune des catégories. Allez. Dans la viande fraîche, je dirais que alors pour en choisir une, j'irais le tomahawk de cochon, parce que comme je suis très copain, comme tu l'as compris, Ça se le partage. tomahawk de cochon, généralement le tomahawk c'est une découpe que tu trouves dans le bœuf. Tomahawk parce que tu sais, C'est vous la avez forme dû le d'une voir. hache, ouais. Exactement, c'est la force d'une longue hache avec un long os, et on a voulu refaire cette découpe de bœuf dans le cochon. Donc c'est le train de côte, là où tu fais des côtes de cochon. On va le taper plus haut pour avoir un os plus haut. Et donc quand tu découpes une côte, ça fait une grosse côte bien épaisse avec l'os qui est hyper long, donc ça a vachement de gueule. Et quand tu le fais au barbecue, ça a de la gueule. Et après quand tu mets sur une planche et tu le découpes en fines lamelles, c'est un truc que tu mets, ça fait avec l'os et la couenne et le gras, ça doit faire 900 grammes que tu partages entre 4 copains. Il y a ce côté convivial sympa de ouf, et c'est simple et efficace. Donc la côte de tomahawk de cochon. En charcuterie cuite, je dirais l'andouillette. On a fait une recette d'andouillette qui dénote des andouillettes classiques que tu trouves. Moi, j'adore l'andouillette, mais généralement, les gens, ils aiment pas trop l'andouillette parce que ça pue. Parce que quand tu découpes l'andouillette, tu sais, avec la panse, ça part un peu en cacahuète. Et après, il y a c'est caoutchouteux. Donc, nous, on s'est dit, on va aller à l'opposé de ça. Enfin, l'opposé. On va tenter d'aller à l'opposé. On va mettre des choses pour faire en sorte que quand tu découpes ton andouillette, ça se barre pas en cacahuète, ça tienne. Donc déjà visuellement, ça débecte pas les personnes. Quand tu le mets en bouche et que tu mâches, on a un peu surcuit les tripes de manière à ce qu'il y ait de la mâche, mais que ça soit pas caoutchouteux. Et enfin, on a mis bière, moutarde, miel pour adoucir le côté odeur et goût de merde de l'andouillette. Voilà, ce qui fait que c'est une andouillette qui a pour but de plaire à monsieur et madame tout le monde. Et typiquement, tu vois, on a bossé avec cette andouillette avec le bouillon Pigalle.
qui brasse énormément de personnes, que ce soit des touristes comme des Parisiens, comme des provinciaux. Donc du coup, preuve est de constater que ça plaisait à tout le monde. Peut-être pas au mec qui défend l'andouillette 5A, mais en tout cas, ça plaisait à tout le monde. Et enfin, en charcuterie, on fait une saucisse sèche de foie, un peu comme le figatel en Corse. Je ne sais pas si tu connais cette charcuterie, le figatel. Le figatel, c'est une charcuterie hyper connue en Corse où les charcutiers mettent des abats de cochon, énormément d'abats. Généralement, tu as 3/4 d'abats et le reste, c'est un peu de viande. Nous, on a fait l'inverse. Nous, on a fait 3/4 de viande, 1/4 d'abat, de manière à avoir une couleur rouge sang, d'avoir un petit goût en bouche qui se dit putain, c'est bizarre, enfin, c'est atypique, mais sans que ça soit écœurant. Parce que le problème du figatel, c'est que les gens qui n'aiment pas ça, ils trouvent ça très écœurant, très fort. Et nous, on a switché du coup le pourcentage d'abat pour faire en sorte qu'il y ait un petit goût d'abat sans que ça soit écœurant. Et c'est un de nos, j'aime pas ce mot-là, mais c'est un de nos best-sellers parce que ça se trouve nulle part et que c'est une tuerie. Trop stylé. Dans tous les cas, je mettrai le lien du site dans la référence de C'est l'épisode. Mais je t'en filerai une avant de partir. Merci. Moi, j'avais une autre question parce que tu as dit tout à l'heure, c'était écrit en 2018 à peu près. Ouais. Donc 2 ans, tu es en pleine croisière, tu es lancé. Ouais. Covid. Ouais. Confinement. Ouais. Les restaurateurs peu coupés. Ferme, ouais. Et là, tu te lances, collectif solidaire. Alors, nous, en effet... Comment tu l'as vécu, tout ça? Nous... Alors, je sais toujours dire avec des pincettes parce qu'après, les mecs me prennent pour un malade, mais nous, le confinement, ça a été une super expérience. Et ce, pour plusieurs raisons. Première raison, côté Maison Montalais. Quand tu as la tête dans le guidon, tu es toujours dans la recherche de développer, parce que ça t'excite et parce qu'il y a plusieurs trucs. C'est con à dire, mais le fait de se dire qu'il y a une pause générale, il y a un côté un peu parfois, tu sais, genre un peu kiffant. De se dire, tu reprends ton souffle et de toute façon, tu n'as aucune pression parce que tu sais que tout le monde est dans le même cas. Parfois, quand tu as envie de te reprendre ton souffle et que ça arrive dans des boîtes de se dire on est allé trop vite, il faut qu'on ralentisse un peu la cadence, il y a ce côté un peu frustrant. Là, au moins, tu étais peinard, tout le monde était ralenti et donc, déjà, tu reprends un peu ton souffle, ce qui était plutôt bizarrement assez kiffant. Bon, je te rassure, ça dure pas très longtemps. Mais cette petite pause qu'on a eue, elle nous a permis de se repencher sur vraiment beaucoup de sujets qu'on n'a pas du tout le temps de traiter quand tu es une petite boîte, petites équipes, jeune process et que tu as la tête dans le guidon. Et là, de fait de se repencher dessus, on s'est dit waouh, putain, on faisait ça depuis le début, on n'avait même pas remarqué. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais plein de petites choses. Ça nous a permis aussi de réaliser qu'on avait mis tous les œufs dans le même panier. Les restaurateurs, 90% des clients étaient des restaurateurs. On s'est dit, c'est pas du tout le bon plan. Donc c'est comme ça ça a été une bonne excuse pour enfin se bouger le cul et d'aller voir d'autres clients, et j'en parlais tout à l'heure, les épiciers, les commerçants, voilà. Et donc, de développer des nouveaux produits. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce confinement, soit on l'aurait jamais fait, soit on l'aurait fait beaucoup plus tard. Là, pour le coup, ça nous a bien boosté à créer des nouveaux produits, à avoir des nouveaux clients, à répartir de ne pas mettre tous les œufs au même panier, c'est un peu la métaphore que j'utilisais, et aussi de pouvoir créer d'autres produits à vendre à nos premiers clients et donc augmenter leur panier moyen. Voilà. Et après, t'en parlais, à titre perso et ça a joué pro, ça a été le fait de passer du temps à développer une petite initiative du collectif solidaire. On n'était pas les seuls, hein, il y avait d'autres personnes. Je ne les citerai pas parce qu'ils étaient beaucoup, ils se reconnaîtront, mais l'idée était simple, c'était de se dire tous ces copains, tous ces clients chefs, restaurateurs, professionnels de la restauration de manière générale qui se faisaient chier chez eux, comment on peut les faire bosser dans la joie, la bonne humeur, comment on peut aussi mettre le boulot de petits producteurs comme nous, mais d'autres, et pas les jeter, et comment aider le personnel médical, hospitalier, qui se bougeait les fesses. Voilà, c'est de là est né le collectif solidaire. Le collectif solidaire, on récupérait des denrées alimentaires, soit qu'il allait être jeté, soit à prix défiant toute concurrence, parce qu'il fallait quand même les soutenir. On les mettait à disposition de cuisiniers. Et quand je dis cuisinier, je parle pas forcément de chefs, de gens qui voulaient cuisiner, du monde de la restauration, qui cuisinaient des plats, qu'on récupérait, qu'on livrait à des associations, à du personnel hospitalier, à des EHPAD, à des choses diverses et variées. Voilà. Et ça, c'était le collectif solidaire. Et donc, ça a été une super expérience humaine. J'ai découvert la joie, et pas tout le temps la joie, du monde associatif, parce que, hélas, il y a parfois des côtés un peu obscurs. C'est pas le but d'en parler aujourd'hui. Et après, j'ai pu en profiter aussi un peu, je n'en cache pas, professionnellement, dans la mesure où, comme beaucoup de professionnels de la restauration se faisaient chier et n'avaient rien à faire, ils ont entendu parler de cette initiative par d'autres gars, donc ils ont rejoint le collectif solidaire,
Et moi, ils m'ont Toi, c'est rencontré élargi moi ton- parce que ta clientèle. c'est moi qui gérais la partie inscription, je dis ça entre guillemets, inscription, et moi ça m'a permis d'agrémenter mon réseau professionnel. Alors, j'essaie de m'y prendre habilement parce que sinon ça aurait fait un peu trop requin, mais eux me posaient la question, en fait toi tu fais quoi, comment tu te retrouves là? Bon, je parlais Maison Montalais, voilà, et j'essaie de voir s'il y avait un intérêt ou pas. S'il n'y avait pas d'intérêt, je creusais pas. S'il y avait un intérêt, je leur disais, bon, bah, quand ça repartira, je viendrai vous voir. Et c'est assez drôle parce que pour quelques petites anecdotes, beaucoup de chefs et de restaurateurs à qui je courais après pendant des années depuis notre lancement, qui ne me répondaient pas, parce que c'est normal, les mecs, ils ont 10 milliards, et ben, ça a été l'inverse. C'est eux qui m'ont couru après, façon de parler, courir après, pour rejoindre le collectif solidaire. Donc c'est vrai que je me suis un peu marré à prendre le plaisir de leur dire putain, pour une fois que c'est toi qui viens vers moi, voilà. Donc et c'est drôle parce que entre temps certains sont devenus clients, donc c'est génial. Et après le collectif solidaire, moi j'ai essayé tant bien de mal de continuer post-confinement ça. Très rapidement j'ai vu que c'était compliqué d'être sur plusieurs plusieurs dossiers, donc je suis sorti de l'opérationnel tout en leur disant aux gars qui ont continué que bien évidemment si je pouvais aider, je le ferais. Le collectif solidaire a continué quelques temps et s'est transformé à toujours récupérer des denrées alimentaires, et pas que. Je pense qu'il y avait aussi des histoires de vêtements, les mettre dans une péniche et inviter des associations à venir faire leurs courses. C'était plutôt une sorte de marché solidaire. C'est une super idée, génial. Stylé. Et toi, là, tu as parlé un petit peu tout à l'heure. Comment tu as rebondi à cette sortie de crise? Comment j'ai rebondi? Ouais, comment tu repars? Une fois que tu es dans le collectif solidaire, tu requittes le collectif solidaire, ouais, tu sais que tu dois tout remettre en route. Et après, en fait, de toute façon, quand ça repart vraiment, je suis paumé dans les dates. C'est le premier confinement, c'est février-mars 2019. Ouais, non, c'est mars 2020. Mars 2020. Mars 2020 jusqu'en mai-juin Ouais, 2020. mai-juin, de toute façon, il n'y a pas eu de période de transition parce que les restaurateurs, ils ont réouvert. Je pense que tu l'as bien vu, toi, à titre client. Tout le monde s'est jeté dans les restaurants, dans les terrasses. Donc, il n'y a pas eu de temps de se poser. C'est reparti comme en 40. Et en fait, on a repris tout de suite le mouvement direct, en fait. Est-ce que dans tous les chefs là que tu as rencontrés, il y en a un qui t'a vraiment plus marqué que les autres? Tu peux en citer plusieurs, si vraiment. Question compliquée, là, je vais pas me faire des copains. Non, mais moi, je vais en citer 3 parce que pour la petite histoire. Alors 4 parce qu'ils étaient 4 quand même, mais 4 mecs qui ont cuisiné. Je me suis marié cet été avec une fille qui s'appelle Marion, donc à notre mariage, merci beaucoup. À notre mariage avec Marion, j'ai 3 copains chefs qui ont signé la carte et un quatrième qui a même cuisiné le jour J, qui a managé tous les gars. Donc ces 4 chefs, on peut en parler. Tu as Juan Hervelez, qui n'a plus besoin d'être présenté maintenant, chef de plusieurs restaurants dans Paris, qui est un de nos premiers clients, qui nous accompagne depuis le début et qui nous a fait un superbe volaille au mariage avec un jus à base de réduction de homard. Donc c'est quand même assez tchatcheur. Ensuite, tu as un mec qui s'appelle Maximilien Cuisinard, qui a un restaurant à Boulogne qui s'appelle Mano. D'accord. Qui, pour la petite histoire, que j'ai rencontré via Juan, puisque Max était un peu, je ne sais pas comment le décrire, mais un peu le bras droit de Juan. Voilà. Ensuite, tu avais Thibaut Spivak, le restaurant Anona, dans le 17e. Pour la petite histoire, certains doivent voir qui c'est, puisqu'il fait Top Chef cette année. Il n'est pas encore éliminé, donc bon courage à lui. Voilà. Et le 4e, c'était le chef exécutif de Juan, qui s'appelait François-Laurent Apchier, qui lui s'est occupé de toute la bouffe sur place le jour J. Alors, pas que le jour J, parce que du coup, il a fait toute les 3 chefs dont je t'ai parlé avant, ils ont signé la carte, on s'est mis d'accord sur un menu. Et ensuite, François Laurent s'est géré des appros. Il s'est bougé les fesses pour trouver un peu des appros partout. Il a récupéré la bouffe sur Paris. Il a tout préparé, pré-cuisiné. Il a tout mis dans notre camion de livraison. Il est descendu à Avignon le lieu du mariage. Et sur place, il a tabassé. On lui avait mis une équipe à dispo. Il a géré les gars sur place. Il a envoyé. Voilà. Donc ça, c'est 4 chefs qui ont un peu une petite place dans mon cœur parce que le plus beau jour de ma vie, ils étaient là pour nous. Voilà. Incroyable cette histoire. Et justement, on parlait de Juan juste avant. Ouais. Je sais que vous étiez associés ensemble sur un restaurant. Tout à fait. Le vin à Boulogne. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait du collectif solidaire, je te disais que je pouvais pas être sur plusieurs dossiers. Ça, c'est un peu l'exemple typique à l'époque où
quand on changeait plein de fois de business model, quand on était partout, ou quand on nous a proposé de nous associer sur le vin, on a dit oui, tout en n'ayant pas structuré notre entreprise à côté. Et c'est ce qui s'est passé. Juan, on s'est rencontrés au tout début. Il nous a proposé, avec lui, de nous associer sur un restaurant à Boulogne qui s'appelait Le Vin, qui s'appelle toujours Le Vin et qui existe toujours aujourd'hui. Et nous, excités comme des puces de se dire, non seulement c'est un petit rêve de gosse d'avoir un resto, en plus on se disait, tiens, c'est intéressant aussi de passer de l'autre côté, d'avoir un resto. Puis bon, c'est Juan, il est quand même trop stylé, il faut profiter de l'occasion. On y est allé, ça a été une super expérience. Je remercie encore une fois Juan de la chance qu'il nous a donnée. Le seul problème, c'est que tu peux sûrement le faire quand tu as une boîte qui est structurée, en place, avec des process, avec des équipes. Nous, ce n'était pas le cas. Nous, on était au tout début de ce dernier pivot qu'on avait fait et on était au four et au moulin. Et en fait, on voyait le moment où on allait soit planter l'un, soit planter l'autre, mais ce n'était pas malin. Donc, on a bossé sur le projet pendant 8-10 mois, je crois, avant l'ouverture. Donc, là, avant ouverture, les plans avec les archis, tatati, le concept, tatata. 1 an d'ouverture. On a mis une équipe en place et après on est gentiment sorti du projet en le laissant à Juan, en lui disant écoute, c'est pas notre métier, on n'est pas encore staffé, on se reverra dans 10 ans pour un projet qu'on sera plus, et on en parle encore parfois aujourd'hui, mais voilà. Donc par contre du coup le vin existe toujours, et le vin, pour la petite histoire, lui, on parlait du confinement tout à l'heure, historiquement c'était je sais pas comment expliquer ça, un petit bistrot à la française côté Boulogne-Nord. Boulogne-Nord, je sais pas si les gens connaissent, mais c'est vraiment une sorte de petit village dans Boulogne. C'est Boulogne sans être Boulogne. Et on avait réussi à créer une ambiance de petit bistrot à la française avec un slogan, c'était du pain, du vin et on s'embrasse à la fin. Voilà. Et le confinement, comme pour beaucoup, a fait du mal. Mais ils ont réussi à créer une carte de street food à emporter pendant le confinement qui a plus que cartonné, mais qui a explosé, à tel point que le restaurant a un peu changé d'univers. Sur les burgers. Exactement. Et donc du coup aujourd'hui c'est vraiment un restaurant, c'est le restaurant à burger du 92. Ils font un nombre de burgers incalculable, ils cartonnent, et à tel point que du coup la carte de burger de Levain est maintenant disponible dans une dark kitchen dans le 11e arrondissement. Voilà. Donc tel le phénix, il a pu renaître de ses cendres post-confinement. Voilà. Et parfois j'en rigole avec Ron, on en discute en disant que c'est quand même improbable. Et ouais, la vie est faite de drôles de situations. Et là en l'occurrence, Levain aujourd'hui est un super restaurant, un burger gourmet. Voilà. Tu vois, là, tu es totalement à fond sur tous tes sujets. Comment tu fais pour tout gérer, toi, au quotidien ? Comment tu t'organises ? Comment tu organises ton temps ? Comment j'organise mon temps ? Alors, maintenant, une journée type pour toi. Alors, déjà, maintenant, on évite de trop partir en cacahuète avec Louis. Par exemple, je te donne un petit exemple. On se disait en 2022, on aimerait bien ouvrir un lieu physique pour créer vraiment une sorte de cercle vertueux entre un business B2B qu'on fait aujourd'hui et un business B2C, en se disant que nos clients sont finalement les clients de nos clients. Donc un mec comme toi qui va au resto, et ça serait sûrement pertinent qu'un mec comme toi au resto puisse découvrir Maison Montalet en se baladant en galerie Lafayette Gourmet, qu'il puisse découvrir Maison Montalet après 1 mois plus tard en allant dans un restaurant de Roanne et voyant qu'à la carte de Levain, il y a une tranche de bacon Maison Montalet. Et enfin, en te baladant dans le 18e avec ta copine, tu passes devant la première charcuterie Maison Montalet. Voilà, créer tout un cercle vertueux pour asseoir notre identité. Et en fait, pas très rapidement avec Louis, peut-être qu'on a toujours dans un coin de notre tête, mais on se dit non, arrêtons de nous disperser, arrêtons de faire 10 milliards de trucs. Le B2C, c'est une autre chose. Ouvrir une boutique, c'est un autre business. On se concentre sur le B2B. Donc déjà, comment j'organise mon journée ? J'essaie de faire ce qu'on a envie de faire parce qu'il y a encore 10 milliards de choses à faire. Comment est faite ma journée ? J'aime me lever. Alors bizarrement, je ne sais pas que je leur ai dit ça un jour, ça fait un peu vieux, mais j'aime me lever tôt. Okay. Tôt, c'est un bien gros mot, je me lève à 7h, voilà. Mais j'aime me lever tôt et j'aime être efficace le matin. Donc je me lève, je prends une douche, je prends vite fait un petit déj. Parfois je le prends ici, le bureau au petit déj, et j'aime être au boulot tôt. Donc je suis là, j'ai la chance, j'habite pas très loin du bureau, donc je suis là vers 7h30, 7h40. Comme ça, je suis peinard, il n'y a personne au bureau, on se retrouve avec Louis, on prend notre café. Parfois, si on n'a pas pris notre petit-déj, l'un ou l'autre prend le petit-déj, on se pose, on discute, on a le temps et on commence à lister un peu ce qu'on va faire de la journée. On regarde les stocks. Donc, généralement, c'est ce que tu disais quand on se disait quand est-ce qu'on allait se voir. Alors, moi, j'aime bien en début de semaine être au bureau. Ça me permet de voir un peu les stocks qu'on a ici sur Paris. Oui, parce que je ne l'ai pas expliqué, la charcuterie est à la Cône, mais là aujourd'hui, tu es venu nous voir dans nos bureaux et dans notre espace de stockage à Saint-Denis. Voilà. Donc on reçoit de la marchandise faite à la Cône ici. Moi, ça me permet de voir un peu l'état des stocks. Beaucoup de chefs bossent pas le lundi. Donc du coup, ça me permet de les appeler, de pousser un peu de trucs. Voilà. Mais grosso modo, alors je ne vais pas te parler d'une
d'une journée, mais plutôt d'une semaine. Le lundi et le vendredi, comme aujourd'hui, c'est les journées où je suis au bureau. Début de semaine pour préparer la semaine et fin de semaine pour faire un petit point avec Louis et les équipes. Et après, le mardi, le mercredi, le jeudi, j'essaie d'être à fond sur le terrain. Parce que c'est un métier où si tu n'es pas sur le terrain, tu es mort, ils t'oublient. Donc c'est des rencontres, tu as tout compris. Donc ça marche comme aller voir des nouveaux gars pour te présenter, dire ce que tu fais, mais aussi aller voir des anciens gars, des clients actuels pour pas qu'ils t'oublient, pour leur montrer que tu existes, pour faire en sorte qu'ils restent toujours fidèles, pour faire en sorte que quand ils changent leur carte, ils pensent à toi, que tu puisses augmenter le panier moyen, que tu puisses leur présenter de nouveaux produits. Voilà. Et après, je m'efforce de faire du sport au moins une fois par jour, que ce soit du paddle, ou comme je te disais, avec mon pote qui est prof de sport, ou alors que ce soit un autre pote qui me propose un five. Voilà, et après, je passe beaucoup de temps dans le resto. Je ne vais pas me plaindre. C'est pour ça que je te disais en déconnant pourquoi je fais beaucoup de sport. Parce que quand tu passes ta vie à bouffer, même si tu n'y vas pas pour déjeuner ou dîner, tu peux être sûr que quand tu vas chez un restaurateur, il va te proposer un petit truc. Il vient de faire un truc à la carte, tiens, goûte. C'est ce que je kiffe dans ce métier, c'est le côté humain. Et donc, tu passes ton temps à bouffer, quoi. Et donc, souvent, les gens te disent comment tu fais, Adri, je pourrais pas. Déjà, je fais gaffe de pas tout le temps bouffer ce qu'on me donne. Hein. Je leur dis gentiment. T'es gentil, mais je peux pas manger ton truc. Et après, j'essaie de faire gaffe, quoi. Voilà. Je défonce pas les stocks de charcuterie tous les jours. Voilà. Et c'est quoi la suite pour toi ? Qu'est-ce que tu aimerais développer encore ? Qu'est-ce que j'aimerais développer ? La suite pour toi à titre personnel, et puis est-ce que tu aimerais développer dans l'entreprise Montalet ? Alors, à titre perso, écoute, moi je suis un mec, comme je disais à ma nana, je suis un mec à mec, je suis un mec à copain. J'ai jamais osé poser mes couilles dans une relation amoureuse. Donc j'ai voulu y aller étape par étape en me disant donc d'abord j'ai acheté un appartement avec ma nana, puis après je l'ai demandé en mariage, puis je pense que la suite logique c'est de fonder une famille, voilà. Puis en plus ça tombe bien parce que maintenant les copains ont commencé à le faire, donc c'est un peu con ce que je veux dire, c'est peut-être un peu immature et masculin, mais c'est toujours un peu rassurant de savoir que c'est générationnel et donc du coup il est aussi temps pour toi de t'y mettre, voilà. Donc 2022 commencer à fonder une famille à titre perso, et après à titre pro on le disait tout à l'heure, l'objectif c'est toujours se concentrer sur ce qu'on sait faire. Nous, ce qu'on sait faire, c'est faire du cochon et de le vendre à des professionnels, donc on veut rester là-dedans, et par contre on a un catalogue, je pourrais te montrer avant que tu partes, où il y a je ne me suis jamais amusé à calculer, mais il doit y avoir une centaine de lignes entre de la viande fraîche, de la charcuterie sèche, charcuterie cuite. Mais on peut encore faire le double, voire le triple. C'est ça qui est beau avec le cochon. Il y a tellement de choses à faire dans le cochon qu'on n'en fait même pas un quart, quoi. Donc l'objectif, c'est de toujours continuer à créer des nouveaux produits pour devenir... Nous, l'objectif, c'est qu'on soit la référence du cochon auprès des professionnels, j'ai envie de dire de manière générale, professionnels CHR, ce qu'on appelle CHR, café, hôtellerie, restauration, en France. Et après... Si à horizon 5-10 ans, on peut être une référence du cochon auprès des professionnels en Europe, ce serait cool. Top. Donc en 2022, il faut qu'on crée de nouveaux produits. Voilà. J'aime beaucoup poser quelques questions plus personnelles à la fin de la discussion, de une plus particulièrement. Si demain tu croises le Adrien d'il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui donner ? Là, tu le croises en sortant. Alors, c'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence. Peut-être que je lui dirais, si tu veux créer ton entreprise, commence d'abord à aller bosser dans un univers qui te passionne. Parce que même si ça nous a forgé avec Louis ces pivots dont on parlait tout à l'heure, il ne faut pas oublier que quand même, ça nous forge, mais tu perds un peu du temps, tu perds un peu d'argent, tu t'épuises. Parfois même, c'est con un peu ce que je vais dire, mais tu passes un peu pour un tocard auprès de personnes qui te suivent de loin en disant « Oh putain, les pauvres, ils n'arrivent toujours pas à trouver leur truc. » Donc, j'aimerais dire à Adrien, va bosser dans un univers qui te passionne, et tu vas voir que le fait de bosser dans cet univers va te faire rencontrer des personnes, on en parlait, tu vas gagner en expérience, en maturité, tu vas avoir des idées, parce que c'est quand même le comble, c'est que quand on a eu envie de monter notre entreprise, on n'avait pas d'idées, et j'ai l'impression que maintenant qu'on est rentré dans la vie active, j'ai l'impression d'avoir des idées tous les jours parce que tu es confronté à des problématiques. Tu te dis, mais personne n'a pensé à faire ce truc-là. Voilà. Donc, je lui dirais de faire ça. Et après, de manière plus générale, ce que je lui dirais, c'est t'éparpille pas trop parce que tu es un grand foufelé, tu aimes faire 10 milliards de trucs à la fois. C'est ce qui fait parfois ta force, mais ce qui fait que ta vie est cool. Mais parfois, il faut que tu choisisses tes combats. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, maintenant que j'ai 32 balais. C'est de juste me dire maintenant,
c'est ma manière aussi d'être actif et d'être en forme, mais il y a des moments où tu peux pas être partout, donc choisis tes combats, ça tu vires, voilà, ça fait chier mais tu vires, ça tu vires aussi, tu te concentres là-dessus et éventuellement tu passes un peu de temps là et là. Donc je te donne un exemple, le collectif solidaire, ça m'excitait de ouf, mais c'était pas ma bataille, donc je suis sorti. La boîte, c'est ma bataille. Je m'éclate à gérer une petite asso de rugby avec les copains d'école. Voilà, mais voilà, j'essaie de me limiter à ça. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal chronophage. Et là, avec le recul, c'était quoi ton plus gros échec? Lequel? Si t'en as un, Ouais, t'as vraiment marqué. Alors, un qui... forcément, le plus gros échec, ça serait... c'est pivot en fait, savoir lancer des boîtes apéro, d'avoir arrêté, puis avoir... Parce qu'au final, si je devais les relancer aujourd'hui, il y a même des moments, ça m'a traversé l'esprit en disant maintenant que le business de la livraison à domicile est beaucoup plus mature et qu'il y a des acteurs qui le font très bien, est-ce que ça alors, plus maintenant, j'y ai pensé plutôt il y a 1 ou 2 ans, mais est-ce que c'est pas l'occasion de relancer une petite offre d'apéro un peu quali sur ce genre de plateforme, ou alors les traiteurs un peu en entreprise Mais oui, c'est forcément un échec. Mais alors, j'ai l'impression d'avoir plein d'échecs, mais même au quotidien. Mais un gros, mis à part d'avoir arrêté les livraisons de boîtes et les livraisons et les trucs traiteurs, ça c'est 2 gros échecs. Après, un gros échec, là, tu me poses une colle. Un petit dans ton quotidien. Hein. C'est au quotidien, j'ai toujours des échecs. C'est-à-dire perdre un client. Parce que... pour plusieurs raisons, parce que le chef a changé et que le nouveau chef arrive avec un fournisseur, parce que il a une nouvelle politique tarifaire, voilà, il doit faire attention à ses coûts et du coup il arrête de bosser avec toi, parce qu'on a été mauvais à un moment ou l'autre, on s'est loupé sur 1 ou 2 livraisons et des fautes humaines ça arrive, sauf que lui il veut pas l'entendre et on essaie de se rattraper mais il veut pas, ou alors moi j'ai été mauvais, c'est-à-dire que j'ai pas été bon dans la suivi je l'ai rencontré, voilà, il a vu que je l'ai pas relancé, je lui ai laissé des échantillons, je l'ai pas rappelé pour savoir ce qu'il en pensait. Entre temps il y a un autre mec qui est passé, il a été meilleur que moi, voilà, donc ça, des petits échecs comme ça, j'en ai tout le temps. C'est hyper concret, hyper cohérent, et puis c'est bien de le partager. Et maintenant, est-ce qu'il y a un film, une série ou un livre que tu aimerais partager avec nous? Alors, livre, les gars, je vais vous avouer quelque chose, j'aime pas lire, donc c'est pas moi qui vous aider. Là, c'est ceux qui me connaissent, ils vont se taper des barres en disant t'as Adrien, lire. Je crois que le seul truc que je lis, c'est l'équipe. Une série, j'ai horreur des séries. Ok. Voilà. La seule série que j'ai regardée et que j'ai kiffé, c'est Game of Thrones, mais sinon j'ai horreur des séries, ça me gave d'attendre toujours. J'accroche pas. Alors un film. Je suis allé voir le nouveau Batman aussi. Moi, je suis fan de Batman. D'accord. Je suis allé voir le nouveau Batman au ciné. Alors, un poil déçu parce que j'avais mis beaucoup d'attentes, mais quand même quelques petites surprises, satisfaction. Typiquement, notre l'acteur, ça y est, j'ai oublié son prénom, le mec qui joue le vampire. Robert Pattinson. Merci beaucoup, excuse-moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont allés chercher cet acteur pour faire Batman? Et au final, il est pas si mal que ça. Voilà. Il se révèle. Il est très long ce film, donc il faut bien choisir le créneau horaire auquel tu vas. Mais j'invite les gens à aller le voir parce que c'est quand même assez cool d'aller le voir au ciné. Mais sinon, un vrai film inspirant. J'ai revu Le Pianiste avec Adrien Brody hier soir. Et je trouve que forcément, avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, c'est clairement d'actualité. Et alors, ça fait un peu donneur de leçons de dire ça ou un peu moralisateur, mais du coup, en fait, quand tu regardes le film, tu te dis, il y a des scènes, bon, c'est un film, hein, mais il y a des scènes quand les nazis se comportaient avec les juifs de Varsovie, tu te dis, putain, mais comment ça se fait que personne disait rien à l'époque? Et quand tu te dis ça dans ta tête, tu te dis, attends, d'un côté, il y a un mec qui est en train d'invader un pays, et au final, personne ne dit rien. Donc, tu te dis, mais cette réflexion que j'ai d'une époque qui date de 50 ans, peut-être que mon comportement d'aujourd'hui, alors je fais le parallèle avec l'Ukraine, mais ça pourrait être autre chose, tu vois. Peut-être que dans 50 ans, des gens auront le même raisonnement avec des gens comme, et je suis désolé, je te mets dedans aussi, mais comme toi et moi, et on n'a rien fait. Et donc du coup, je dis pas, du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais pas prendre un camion et des armes et partir en Ukraine, mais ça m'a fait un peu bader en me disant que j'étais en train de porter un jugement sur une époque où j'y ai pas vécu,
des gens où tu peux difficilement te mettre à leur place. Et ça se trouve, dans 50 ans, il y a des mecs qui critiqueront des mecs comme moi qui n'ont rien fait quand il se passait des événements. Je prends l'exemple de l'Ukraine, mais ça pourrait être d'autres. Ouais. Et pour le coup, je trouve que Adrien Brody, j'aime beaucoup cet acteur. Et le film est très cool. Ouais, Il est poignant. Et donc, j'invite tout le monde à le regarder parce que l'actualité, je trouve. Je mettrai la référence en épisode. Yes. En tout cas, merci à toi. Une dernière question. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Où est-ce que tu es joignable ? Est-ce que par mail, sur les réseaux sociaux ? Mon portable, mon mail. Je vais pas mettre ton numéro de téléphone, mais si tu as une préférence. Alors moi, j'ai aucun problème à ce qu'on m'appelle, mais le mail est très simple. Adrien sans H @maison comme une maison, le tiré du haut, Montalet avec un T comme Thomas.com. Pour la petite histoire, ceux qui nous écoutent, je rêverais de trouver quelqu'un pour m'accompagner sur la partie commerciale. Je sais pas si c'est moi qui m'y prends mal ou que personne n'a envie de bosser avec nous, mais on ne trouve pas de commercial ou de commercial pour nous accompagner. Donc si jamais des gens qui nous écoutent ont envie de devenir ambassadeur cochon et de bosser auprès de chefs, restaurateurs et commerçants, avec grand plaisir pour échanger avec eux. Et après, moi j'ai souvent envoyé des mails ou des messages quand j'étais étudiant à des gens soit qui m'inspiraient, soit avec qui je voulais échanger de sujets divers et variés. J'ai jamais eu de réponse et je me suis juré aujourd'hui que même si c'était de manière négative, je me jurais de répondre à toute sollicitation que je recevais. Voilà, donc comptez sur moi pour au moins répondre aux mails ou au téléphone. Ce choix t'honore parce que c'est vrai que c'est toujours désagréable de ne pas avoir de c'est retour. l'enfer. Je me rappelle quand je cherchais un stage de fin d'études, j'ai dû envoyer surtout au réseau d'école en me disant naïvement, comme les mecs sont passés par mon école, ils sont obligés de me répondre. Que tu rigoles, que dalle, ils répondaient pas du tout. Donc je me suis juré moi que plus tard quand j'aurai une boîte ou si on me sollicitait pour stage, recommandation, boulot ou que sais-je, mais même si c'était de manière négative, au moins je prends la peine de répondre. Ça prend 2 minutes. Je pense que tout le monde a au moins 2 minutes à consacrer pour répondre à un mail ou à un coup de téléphone tu vois la preuve, tu vois, genre comme toi aujourd'hui quand tous les deux ensemble quand tu m'as envoyé le message de la part de Mickaël, déjà ça me faisait plaisir que ça vienne à Mickaël, puis voilà, je trouve ça cool comme exercice, je trouve ton initiative top et ça me fait plaisir d'en faire partie et je pense que consacrer 1 heure un vendredi après-midi, je pense que ça va quoi, surtout que je viens de faire un paddle, donc si je n'étais pas capable de te dire que j'avais pas le temps, ça a été un peu du foutage de gueule. Mais franchement, merci à toi de ton accueil, merci d'avoir pouvoir pu te présenter ton univers. C'était un vrai régal, donc j'espère à très bientôt. À très bientôt, et après l'enregistrement, je t'emmène faire un petit tour à la charcuterie. Merci beaucoup. Salut, merci encore. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.